Gli impavidi antichi spartani sono definiti per 3 principi: disciplina, obbedienza, coraggio. Sono state addestrate a sopportare il dolore e preferirei morire che ritirarmi. Qui è dove combattiamo, qui è dove moriamo. On joue pas à la boxe. Tu peux dire je suis. Sur le ring, ben, tu es, montre-le. Le gars qui est là, s'il vient des caniveaux, tu vois, il va te trucider. Il en a rien à foutre, comment dire, que t'as des problèmes avec madame, ou comment dire, t'as une facture à payer, il s'en fout, lui. Si tu tombes sur quelqu'un qui est gentil, et encore, il veut juste gagner. Il y a des autres qui veulent t'humilier, ils veulent arracher ton âme. Ton âme parce qu'ils veulent monter là-haut. Ça a forgé l'homme que je suis, toi. Ça m'a préparé pour ma vraie vie maintenant. À partir du moment où tu vas au haut niveau, tu touches l'élite. C'est tellement dur, c'est tellement des sacrifices à faire. Ça ne peut pas faire que autrement de te préparer à ta vie, ça c'est certain. Ici en Belgique, c'est très dur de réussir dans ce sport-là, toi. Parce que t'as pas d'aide, c'est pas très médiatisé. Il y a des déchirures, des tendinites. Quand tu fais un combat, t'es cassé. Donc après, quand j'ai commencé à quitter la Belgique, j'ai été m'entraîner en Hollande. Là, ben, je me suis rendu compte que même si j'étais champion du monde, parce que j'étais champion du monde en 2008, je crois, la première fois, ben, j'étais nulle part. J'étais nulle part parce que tous les plus grands noms du K1, mais ils viennent de Hollande, tu vois. Je me suis entraîné 5-6 ans là-bas. J'ai compris que... tu vois, c'était dur. La première fois qu'ils m'ont passé les PAO, je crois que j'allais mourir. J'avais boxé à Marseille. Je devais boxer Rani Berbacci, un Marseillais qui était un peu fort, mais il avait boxé contre Ernest Host du temps du K1, tu vois. Jérôme était dans son coin, tu vois. La première fois que j'ai rencontré Fred, donc c'était à Marseille. C'était à la salle Valier. C'était mon ami de guerre, mon ami de combat, de frère d'entraînement, c'était Rani Berbacci. Donc on était à l'époque, il y avait Rani Berbacci, Samir Berbacci, Ali Sadok. On était tout le temps au Japon, tout ça. Et à un moment donné, il rencontre ce gros bestiau belge. Hein, il y a les chocolats de Bruges et puis il y a Fred Sistra de Liège. Donc voilà. Et alors Jérôme, à ce moment-là, il vient, parce que quand on s'est vu, il me l'a expliqué, il m'a dit « Ah, t'avais la pression à ce moment-là ». J'ai l'impression que ça sent un peu le sapin mouillé, cette histoire. Donc j'ai été voir dans le vestiaire. Donc j'ai dit bonjour à tout le monde, forcément pas lui au départ, hein, les autres, l'entraîneur, le ceci, le cela. Alors je vois arriver Jérôme, c'est toi Sistra ? Je dis « Ouais. Ouais, enchanté, beaucoup bas, je suis dans le coin de Berbacci. » J'avais dit, écoute, mon petit Fred, j'espère qu'on va y aller un petit peu doucement quand même, parce que là, ici t'es pas chez toi.
Donc voilà, on avait fait un peu la Marseillaise. Dans ta tête, tu te dis merde. Putain, il s'entraînait avec lui. Enfin, soit ils avaient changé les règles, c'était un super beau combat. Voilà. Mais bon, ça s'était bien passé. Bon, c'est vrai que moi, j'ai vu comment il boxait Fred, j'ai vu ce soir. Il avait pas passé la troisième, je pense. Ouais. Des anecdotes, j'en ai 8000 par rapport à la boxe. C'est un sport qui m'a apporté et qui m'apporte énormément. Si j'avais pas eu la boxe, je serais en prison. Enfin, je crois. Certains seraient en prison, ou peut-être je serais pas là. Il faut boxer les gros noms pour que tu sois reconnu. Pour boxer les gros noms, il faut avoir des aides. Tu vois, il faut avoir des sponsors, il faut que tu t'entraînes. Et à Hollande, pour ça, les gars. Tu vois, ils avaient tous un staff, des managers, des médecins, tu vois, toutes des choses que moi, j'avais pas, toi. Really big right hand just bursts across Brecht. Nice low kick there. Nice left hook again. Really intelligent way of fighting. Vu que j'étais quelqu'un qui a jamais refusé un combat, donc je pense qu'on a profité de ça, toi. T'avais des machines de guerre devant, hein. T'avais des mecs comme Badr Hari, t'avais des mecs comme Brecht Wallis, t'avais des mecs comme... Enfin, j'ai boxé tout le monde, de toute façon. Quand j'ai commencé la boxe, j'avais pas le choix. Tu comprends? Parce que je dormais dans ma voiture, et par rapport à ma vie, donc j'avais pas le choix de faire de la boxe. Dans les études, j'étais nul, mais je me construisais à l'intérieur par rapport à tout ce que j'avais vécu dans mon passé, mais donc j'étais pas trop sûr de moi, donc il a fallu que je me batte, avec les démons que j'avais du passé, tu vois. Je devais faire un sport qui me permettait d'évacuer un petit peu toute mon énergie négative. C'est un sport qui m'a toujours attiré, donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à 17-18 ans. J'arrivais à boxer avec des gens, ça faisait 5-6 ans qu'ils étaient là, toi. Et j'avais jamais fait de boxe dans ma vie. Ma mère, elle habitait à Sorel, t'imagines, je devais aller au courant jusque-là. Je faisais 1 heure de course, je m'entraînais 2 heures, après je revenais. Toi, pour te dire à quel point j'étais obstiné par rapport à ça, toi. Allez, on pousse. Je suis une personne qui agit par instinct, en fait. Donc c'est quelque chose qui s'est fait tout seul, en moi. Jamais je me suis posé la question, c'est trop dur, tu vas pas gagner, ou n'y va pas. Arnold Schwarzenegger dans Commando, là, tu vois. Oh. J'ai toujours voulu faire de la boxe, j'ai toujours aimé, mais j'adorais l'athlétisme. Moi, j'ai toujours bien aimé l'époque de Ben Johnson, tu vois, quand il avait battu les 200 mètres, les 400 mètres. Et j'adorais regarder Carl Lewis, Lim Foresti, tu vois, tous les trucs comme ça. Et j'adorais faire ça. J'ai dit, putain, c'était extraordinaire, tu vois. Au fond de moi-même, j'étais un compétiteur, un combattant. Mais un combattant, comment dire, qui allait chercher quand même au fond de lui-même pour aller gagner. Arrête! Esquive-toi! Attends, frère! Non, mais tu dois... Attends, je travaillais dans une carrière de pierre. T'imagines, je commençais à 6h du matin, je me levais à 3h30 du matin pour aller courir. Pour avoir plus d'argent, je faisais 6, 4h30. L'entraînement commençait à 19h. Et j'arrivais à l'entraînement qui était 18h30, avant les autres. Et je partais de là après les autres. Tonton, arrête, mon mec. Aïe, tu te fais mal, là, putain.
Pas chatouiller! Pas ça! Pas ça! Pas ça! Il a dormi dans sa voiture quand il avait 18 ans, pendant quelques mois en plein hiver, parce qu'il venait de se séparer. Il n'avait pas de parents qui étaient disponibles pour lui de cette façon-là. Ils ont été présents à certains moments de sa vie, mais jamais très longtemps et jamais de la bonne façon. Et il a pris la décision d'aller dormir à Seraing, tout près de la piste d'athlétisme, là où il s'entraînait le plus souvent, dans les bois. Donc il allait travailler chez TNT et il dormait dans sa voiture avec ses habits de travail pour travailler à l'extérieur bien chaud. Donc avec son premier salaire, il s'est offert une voiture d'occasion, je ne saurais même plus dire quoi, une petite voiture comme ça. Une Ford Fiesta Bordeaux, une 100. Je mettais jusque-là dans le fond, si tu veux. Et vu que je travaillais chez TNT à l'aéroport, le premier mois, j'avais pas de couverture. Donc le premier mois, vu que je travaillais sur la piste à l'aéroport, j'avais une grosse veste pour le froid. Donc je dormais avec la veste. Et alors après, j'allais directement dans la salle omnisport, me changer, mettre au training et essayer de courir. Parce que ici, les bois, ici, je les connais par cœur, parce que j'ai fait que ça, tu vas me promener, essayer d'enlever un peu des pensées négatives. Ou sinon, des fois, j'allais un peu me chercher un petit peu à manger avec l'argent que j'avais. J'avais même mangé du thon avec de la Nutella et des biscottes, là. C'est dégueulasse. Bon, enfin, soit. Et alors après, vu que j'étais au training, les personnes qui me voyaient, ils me voyaient quasi tout le temps. Ils ne se doutaient jamais de ça, donc ils me voyaient, pour eux, quand je prenais ma douche, c'était normal, je finissais de faire mon sport. Mais en fait, j'en ai ici, tu vois. Et c'est en faisant un jour, en allant sur la piste d'athlétisme, que j'ai rencontré Georges, en fait, au restaurant. On parle d'il y a plus de 20 ans, maintenant 20, 21 ans. Je l'ai comparé un petit peu à un volcan, à un électron prêt à exploser. Il ne savait pas se canaliser, il était vraiment... On sentait qu'il avait envie de parler, mais qu'il ne trouvait personne. Il s'est confié, il a lâché, je l'ai écouté, et puis il m'a demandé, ce soir-là, s'il pouvait repasser le lendemain. Et il est passé, et on s'est vu régulièrement, comme ça, pratiquement tous les soirs. Et c'est là que j'ai su, malheureusement, qu'il avait comme maison sa voiture. Voilà, j'étais la première personne qui m'a dit, je me suis confié parce que j'en avais besoin. À cette époque-là, il fallait vraiment, il était perdu, quoi, il était perdu. Donc je l'ai tout petit peu, à mes moyens, je l'ai un petit peu aidé de ce côté-là, voilà, ce qu'il avait besoin, voilà, de façon à ce qu'il sorte un petit peu de ça. Et il y a eu une forte amitié qui s'est faite et un lien qui s'est fait. Et pour moi, il est devenu un petit peu, on va dire, le garçon que je n'ai pas eu. Hein. J'ai des filles et tout ça. Et je l'ai pris un petit peu sous mon aile. Et depuis, il a commencé à m'appeler tonton. Et je suis resté un peu son tonton. Du mois d'octobre jusqu'à fin décembre, 3 mois, il faisait froid mort. J'avais fait un combat aussi, où j'avais perdu. Et j'étais seul comme un chien ici. Je pleurais. Enfin, je pleurais, oui, je pleurais, j'étais pas bien. Mais voilà, ça m'a endurci. Et les fêtes de fin d'année, c'était magnifique, accompagné des arbres. Donc voilà. Mais ça fait l'homme que je suis maintenant. C'était un moment de ma vie, voilà. Et le monde de la nuit m'a fait comprendre à quel point l'être humain est con. Quand la bière. L'alcool, c'est le syndrome de vérité, l'alcool. Et quand t'es jeune, malheureusement, quand t'es en boîte de nuit, tu forges ton caractère, alors après, il y a les histoires, malheureusement. T'as combattu, t'as travaillé la nuit en même temps? Ouais, je boxais en même temps. Hein. Je boxais en même temps, et alors il y a des gens qui testaient, enfin voilà, ils ont voulu tester. Et voilà, ça, j'ai des frissons. Écoute. Si t'es trop gentil, les gens ils vont confondre gentillesse et faiblesse. Je préfère qu'on me craigne, tu vois, à ce moment-là, tu vois. Ils te respectent par peur, mais au moins, ils te respectent. J'en faisais tellement un truc personnel que quand je travaillais quelque part, tu vois, c'était chez moi. Tu rentrais pas et c'est chez moi, au final.
20 ans, c'est à peu près la période où je l'ai connu. Donc à ce moment-là, il faut savoir que lui était déjà dans le pied-point. À ce temps-là, il n'avait pas le même gabarit non plus. Donc, ça ressemblait plus aussi comme gabarit au début qu'il a commencé chez nous, où là, c'était le champion de boxe qui venait travailler comme portier, quoi. C'était toujours quelqu'un de souriant, toujours quelqu'un de plaisant. Maintenant, ici, au niveau réputation, sur Charleroi, ça se passait bien, puisque c'était un mec correct, mais par contre, c'était quelqu'un qui assumait, comme on a toujours assumé. Je pense que c'est un petit peu ce qui nous a liés. Déjà, quand ils buvaient de l'alcool et prenaient de l'ornée, ou je sais pas ce qu'ils faisaient, ils se prenaient pour des Superman, tu vois. Alors, au soit tu fais face, au soit le week-end d'après, ils ne retournent pas travailler, tu vois. Lui a dû travailler seul à certaines portes, des fois travailler en équipe, c'est pas évident, le monde de la nuit. Il faut savoir que c'est les gens qui, malheureusement, en journée sont corrects, et puis la nuit, ils sont sous stupes, sous alcool, sur tout ça, on doit gérer tout ça. Charleroi, par contre, est complètement différent des autres villes. J'ai vécu plusieurs fusillades, donc c'est spécifique à chez nous. Il n'y a plus les mêmes valeurs. À Liège, ils avaient encore certaines valeurs d'honneur et de respect qu'on n'avait plus sur Charleroi. Au niveau du monde de la nuit, c'est nos limites. Un jour, je me suis fait mettre un coup de couteau ici, tu vois. Ça a été tellement vite que la lame, je ne l'ai pas vu arriver. Et tu dois faire face à des imprévus. Il n'y a que l'expérience qui peut faire en sorte d'apporter ta façon d'agir à ce moment-là, toi. Il y a la musique, il y a la lumière, il y a les fumigènes, on voit plus bien les mains. Donc là, il faut être encore beaucoup plus prudent parce que là, il y a tout qui peut partir à ce moment-là. Il n'y a pas de limite, c'est des coups de verre, coups de bouteille, couteau. On ne parle jamais dans les bagarres générales des gens que tu as défendus ou des filles qui ont failli se faire violer, toi, ou des personnes, comment dire, qu'ils ont failli se faire tabasser. Ces gens-là qui font des lois par rapport à la loi tabac, toutes les conneries comme ça. Viens passer une nuit en boîte, dans les boîtes où vraiment ça pète. Tu vois qu'à ce moment-là, tu vas supplier quelqu'un qui te défend. Parce que le gars, comment dire, qui va travailler, qui va faire une formation à la con, que loi tabac, tout ce bordel-là, on va le mettre chez Lidl. Et que le même gars de chez Lidl, on va le mettre dans une boîte de nuit, c'est catastrophique, quand même. Si on est vraiment honnête, ça s'est un peu calmé. Mais avant, aussi bien lui que moi, des fois on se voyait le matin après le boulot sur Charleroi avant qu'il reprenne la route sur Liège, on allait boire un café ou on allait déjeuner, on était content d'avoir fini la nuit. Il faut savoir que là, quand on part, c'est chaque soir, on ne sait pas si on va rentrer. La réalité, elle est là, surtout à Charleroi. Au début, quand j'ai commencé à aller au Hollande, tu vois, je devais mettre de ma poche plein de choses. Donc quand tu fais 1h30 aller, 1h30 retour, au début j'avais vraiment du mal, toi. Donc des fois il me restait 20 €, mais quand je pouvais aller voir ma gamine, j'étais heureux parce que je la voyais pas, toi. Je me suis séparé après 1 an et demi de sa maman. Ma gamine maintenant elle a 14 ans, donc c'était bon à cette époque-là, elle devait avoir 5-6 ans. Et quand je pouvais la voir, des fois ça m'est déjà arrivé d'avoir une voiture qui n'était pas du tout en ordre, tu vois, et qui me restait 15-20 €, tu vois. Et alors quand j'arrivais là, je prenais l'argent juste pour qu'elle mange un quick, tu vois. Et je la regardais manger et j'étais heureux parce que j'étais avec elle, tu vois. Mon gamin, ça fait 3 ans que je ne le vois plus. Quand je sortais avec sa maman, j'avais 25 ans, tu vois. J'étais un peu fou, on va dire. Un peu sauvage, voilà. Parti. Même si moi, je n'ai pas eu une présence, tu vois, ou des mots je t'aime, je dis à toi, ou tu me manques, ou je suis fier de toi, mes enfants, je dis 1000 fois par jour je t'aime quand je les vois, tu vois. T'étais comment quand t'étais gamin? J'étais speed. Apparemment, je courais partout. Je me rappelle que ma cousine m'avait dit qu'on a été voir Rocky IV. Elle m'a dit que je suis sorti du cinéma. J'ai crié, je veux être boursseur, je courais partout dans tous les coins. Elle m'a dit, ah, viens ici, arrête. Elle me l'a rappelé quelques temps d'ici. C'est pas que j'avais oublié, tu vois, mais si, j'ai pas trop de beaux souvenirs, on va dire, de mon enfance, donc voilà. Mais c'est vrai que ça, regarde, le monde comme il est fait, tu vois, il n'y a pas de hasard, on va dire. J'étais pas du tout prédestiné, toi. Et voilà,
pour finir, ben, ben, j'étais vraiment boxeur. Enfin, je suis. D'accord, voilà. Je suis né prématuré à 7 mois et demi. J'ai passé pas mal de temps dans une couveuse, enfin, c'est ce que ma mère m'a dit. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, j'ai pas connu mon père, toi. Ma mère, un jour, elle m'a dit qu'elle devait m'emporter quelque part. J'étais un enfant, ben, je pense, heureux. Et je faisais des anniversaires. Je me rappelle, comment dire, que j'avais les pistes à la voiture. Je me rappelle des trucs qui n'étaient pas mauvais pour un enfant, tu vois. J'ai vu un homme assis là. Je l'avais jamais vu. Et il me dit, c'est ton père. Je me souviens plus dans quel état j'étais. Je ne le connaissais pas jusqu'à l'âge de 5 ans, en fait. Je ne le connaissais pas, parce qu'il était en prison. Je croyais que j'avais pas de père, moi, en fait. Mais à partir quand j'ai rencontré... c'est le bordel. Voilà. Il a voulu un jour me punir, tu vois, parce que ma mère, elle avait repris pour moi. Et alors, il y a un grand hôpital où j'habite en Sicile, ça s'appelle il Sanatorio. C'est au plein milieu des bois. Je crois que ça a été construit dans les années 40, 45, un truc comme ça. C'est un truc délabré et abandonné, et c'est un hôpital psychiatrique, il est énorme. Hein. Et des fois, je rêvais le fait que j'étais tout seul dans la pièce de l'hôpital. Il est à 5-6 km du village et tu dois rentrer dans les bois et tu dois faire 2 km avant de voir ce bazar-là, tu vois. Et je le voyais en rêve, comment dire, et dans ma tête, je me suis dit, il faut que j'y aille, toi. Il faut que j'y aille. Io sono la sorella di suo padre, siamo 3 fratelli. Credo che abbia bisogno di ritrovare le sue radici, di vedere dove è cresciuto. Ça va, t'avais dormi? Pourquoi? Voilà. Bon, ça va en plus. Di ritrovare nuovamente l'affetto che è stato circondato dalla nonna, da me. E di rivedere nuovamente forse lui, di rivivere nuovamente lui la sua adolescenza e la sua infanzia. Vuole ritoccare questi punti, rivivere questi punti. Credo che gli siano mancati perché è da tanto tempo che manca dalla Sicilia, dalla sua terra. No, non credo che sia la sola ragione che l'abbia portato qui. Credo che ci siano delle cose più profonde. Nell'animo di ognuno di noi vivono dei fantasmi.
E per liberarsi di questi fantasmi bisogna andare alla ricerca dei fantasmi. E credo che Federico aveva bisogno di questo, di liberarsi combattendo. Il fantasma va sempre combattuto. Ricotta fresca, pecorino fresco, duro, ricotta salata, caccio cavalli e salame nostrani. Ça a changé, c'est à peu près pareil, quoi. Ces escaliers-là, je les ai fait 8 millions de fois quand j'étais petit. Je me suis même un jour, je descendais comme un fou, je me suis pété le pied ici. Quelque part par ici. Lei abitava qua. Ah sì, cambiato. Ça s'appelle il casalotto. Toutes les écoles des régions, on va dire, tous les garçons devaient faire une course qui était sur la piste d'athlétisme. Je ne sais pas dire combien elle était, moi, c'était au moins 60-70, il y avait beaucoup de personnes. J'avais jamais fait de l'athlétisme de ma vie et j'ai gagné la course. Il y avait Guglielmo, il avait fait déjà des gros championnats, lui, quand il était plus jeune. Il m'a repéré, et alors il est venu me trouver. Moi, j'étais tout seul, il est venu me trouver, parce que moi, il n'y a personne qui venait me voir, tu vois. Parce qu'il venait de mon village, Piazza Armerina, tu vois. Piazza Armerina, c'est la ville des mosaïques, tu vois. Je me rappelle que quand j'ai dit comme quoi je voulais faire de l'athlétisme, ma mère, elle était contente, l'autre n'était pas content. Je me rappelle que la première course que j'ai faite pour le club, j'avais fait un temps terrible, malgré que j'étais plus jeune, et alors ça l'avait marqué. J'ai gagné plein de courses en Sicile, où j'avais toujours premier, deuxième. Guglielmo, c'était comme un père pour moi. Tu t'imagines, il m'a donné mes premières baskets de marque. On n'avait pas d'argent. Et un jour, il m'a donné ses chaussures à lui, des Reebok à lui. Et je me rappelle, c'était mes premières chaussures de marque, tu vois. Et je les nettoyais avec le dentifrice, tu vois, parce que j'étais content d'avoir les chaussures de marque, tu vois. Scusi, signora, dove posso trovare un fiorista qui? Ok, la ringrazio. Buona giornata. Allez. Gelati granit, ça je me rappelle, ça fait des années que ça existe, ça là. Buongiorno, c'est ça. Una piccola granite, per favore. Je me rappelle, on était dans une place, il y avait des petits mobilhomes qui vendaient des sandwichs. Enfin, il y a tellement de trucs maintenant qui me reviennent, tu vois. Tu vois, enfin, je vais t'expliquer par rapport quand il a traîné, tout. On avait été chercher à manger, tu vois. Et c'était une des rares fois. Et je pense parce qu'il devait parler avec quelqu'un, tu vois. C'était une des rares fois vraiment qu'on avait été. Je pense que c'était ma mère ou moi qui voulait chercher un truc à manger, enfin, je me souviens plus. Il y a quelque chose qui est tombé sur son pantalon, sa chemise, et qu'en même temps, comment dire, ma mère lui a fait une réflexion, mais pas mauvaise.
tabassé devant tout le monde sur le trottoir, coup de pied, coup de poing dans la gueule. Je pleurais. Il a tiré par les cheveux, il a tiré par les cheveux ma mère. Tout le trottoir et toute la place, et après descendre pour arriver chez moi. Donc il y avait bien, allez, on va dire 500 mètres à faire quand même. 500 mètres, c'est énorme. C'était un souvenir qui est vraiment, je vais même pas me dire mauvais, traumatisant, je sais pas comment on peut le dire, tu vois. Mais je veux dire, même pour la pire chose au monde, je n'arriverai pas à faire ça, tu vois. Era un bambino molto vivace, molto capriccioso e voleva assolutamente fare tutto, volere tutto. E mi ricordo il particolare del peperoncino. Stavo spezzettando del peperoncino e lui ha incominciato a dire «Zia, tu me donnes? Tu me donnes? Tu me donnes?» Dicevo «No, perché è piccante, non posso darti il peperoncino». «Mais tu me donnes? Tu me donnes?» E allora mi sono presa di coraggio e je lui donné. E là ha capito che il peperoncino è molto piccante. Tu montais les escaliers, il y avait la chambre de mes parents, et au-dessus, il y avait la cuisine, avec une petite terrasse, tu vois. Il avait fait au genre de garage, tu vois, parce qu'il avait une moto, tu vois. Donc, il avait une moto et il y avait un divan au lit, tu vois. Et moi, je dormais en bas, tu vois. Mais il travaillait sur sa moto, donc on sentait l'odeur des sauces, de graisse, bazar, tu vois. Et à côté, il y avait genre de petite douche, tu vois. Mais c'était même pas une douche, c'était genre de lavabo, enfin, je sais pas comment on peut... Ma mère, elle était toujours là, tu vois, essayer de, avec le peu qu'on avait, qu'on mord de rien, tu vois. Elle allait nettoyer chez les gens, tu vois, elle repassait, et lui, ben, il faisait que des magouilles, tu vois. Il travaillait pour des personnes qui n'étaient pas nettes, on va dire, tu vois. C'est pour ça qu'on a dû quitter la Sicile. Il est juste arrivé, comment dire, à faire accepter à ma propre mère que sa maîtresse vienne à la maison. Toi, le fait que tu vois ta mère se faire frapper ou que tu vois ta mère pleurer parce que ton père qui est en train de baiser dans l'autre chambre avec une connasse, tu vois. Et que cette connasse-là, comment dire, ben, elle rigole avec ta mère après. Tu vois les yeux. Tu vois les yeux de ta maman, tu vois. Et tu vois qu'elle est anéantie. Mais en même temps, si jamais elle parle, elle va se faire tabasser. Enfin, je veux dire, je
souhaite à personne de voir ça, tu vois. Parce que l'œil ne ment pas, tu vois. Elle est encore plus pourrie que dans mes souvenirs, la maison. C'est incroyable. Il y avait une genre de truc en plastique ondulé, là, tu vois, vert, je me rappelle. Et on l'a enlevé. Et alors, de ce côté-ci, il y avait tous les trucs, pinces, marteaux, bazar, voilà, tout genre de bazar, là, tu vois, ça se sentait. Il travaillait sur sa moto, donc ça se sentait les trucs de moto, l'essence, bazar, machin, tu vois. C'était incroyable. Et quand je rentrais, des fois, vu qu'il travaillait comme serveur, tu vois, enfin, il travaillait. C'est la seule chose que je l'ai vu faire, c'est juste, entre guillemets, travailler comme serveur, tu vois. Et rentrer la nuit, et moi je dormais. Et des fois, comme je disais, vu que je faisais pipi au lit à ce moment-là, tu vois, j'avais peur des coups. Et quand il arrivait, j'avais peur, alors je me renfermais au-dessus de ma couette, tu vois. et pas bonjour ou pas bonsoir, rien du tout, il faisait du bruit, il me réveillait, il avait rien à foutre, tu vois. Et alors il faisait ça, tu vois. Il prenait la couverture, il faisait ça. Ah, t'as couru pisser au lit, allez, reste dans ton truc. Et jetait la couverture comme ça, et il partait. Comme une grosse merde. Ah ouais. Te faire frapper des coups de barre de fer ou des morceaux de bois, tu vois. Et tu te fais pipi caca dessus, tu vois. Ben, je veux dire, c'est... Je peux pas qualifier. Je peux pas te dire... un souvenir était plus mauvais que l'autre, tu vois. Je peux pas dire ça, tu vois. Parce que tous, ils ont fait leur part de mal-être que j'ai eu en moi, tu vois. Et j'ai dû tous les revivre. Tous les revivre pour me sortir, pour moi aller mieux. Parce que si je faisais pas ça, putain, je suis en prison. Ou soit, comment dire, je suis mort, je sais pas, franchement, je sais pas. Sapevo che era un uomo violento. Sì, sapevo che Federico prendeva delle botte da suo padre. Non delle botte solo con le mani, ma con qualsiasi arnese lui aveva vicino. Quindi aveva un metodo di educazione che non era più un metodo di educazione, era un metodo forse militare, se si può dire così. Par rapport à cette mère, la merde qui m'a servi de parole, tu vois. Quand je dis la merde, c'est parce que le mot papa, j'arrive pas à le sortir. En fait, c'est pas que j'arrive pas à le sortir, il ne mérite pas qu'on dise papa. Parce que ce mot-là est très important. Tu vois. Moi, quand j'entends papa, j'ai des frissons.
Quand mes enfants m'appellent papa, j'ai des frissons, tu vois, tu vois. Donc ce mot-là est important. Je dis pas parce que on pourrait croire que si je le dis pas, ça veut dire que j'ai encore de la haine. Non, ça n'a rien à voir. C'est que ce mot-là est important. Je ne peux pas dire papa à partir du moment où cette personne-là ne mérite pas ce mot-là. Et dans la famille, est-ce que tout le monde était au courant? No, io non lo sapevo. Me l'ha detto... Questo aneddoto non lo conoscevo. Giusto questo non lo conoscevo. E mi ha dato i brividi quando me l'ha detto, perché conosco questo posto, è veramente brutto. Già io da adulta non ci vado mai perché è impressionante, però immagino un ragazzino o un bambino più o meno, che non sei né un uomo né un bambino, a 12 anni non si è né uomini né bambini, ma essere lasciato, abbandonato lì per ore, solo per una lezione di vita. Immagino quanto questo possa essere stato tremendo, terrificante. Questo aneddoto non lo conoscevo ed è da brividi, dai brividi. Ça m'énerve à voir, tiens. Je suis resté, je crois, 2-3 heures là-bas, tout seul. Et il est parti après de me chercher pour me dire, t'as compris, la prochaine fois, ben, je te laisserai plus longtemps. J'avais même pas pleuré, tu vois. Je sais pas quel âge j'avais, 7-8 ans, comme ça. J'avais une boule qui m'est restée des années. Il m'a amené jusque-là, tu vois. Et il m'a laissé là, je me rappellerai toute ma vie, au troisième étage. C'est un truc délabré et abandonné. C'est un hôpital psychiatrique, il est énorme. Hein. Ça va, je restais là, accroupi, assis par terre. Je suis par terre, je regardais là. Je regardais tout le temps. Le plus de temps là. Après 20 ans, après presque plus de 20 ans, j'étais dans la même pièce. Et je me suis dit, mais maintenant, les voix que j'attendais, ils sont où? Allez, venez maintenant, putain, ils sont où les voix que j'attendais, tu vois? Mais c'était un truc personnel. Je voyais, putain,
Enfin voilà, je me voyais, toi, petit, ça. Et je me suis pris. Je me suis pris. J'ai dit, allez, viens ici avec moi. Et je suis parti. Je n'ai jamais compris pourquoi. Jamais de la vie, je penserais comment aller faire ça à mes enfants. Enfin, jamais. Je n'ai jamais compris. Pourtant, j'ai pris des coups, j'ai vu ma mère se faire battre, j'ai vu des trucs que jamais un enfant doit voir. Certainement, tu vois, il y a des gens qui ont vu 1000 fois pire que ça, toi. Certainement, ils ont vécu la guerre ou que ce soit, toi. Mais c'était une forme de guerre, une guerre psychologique très très forte, avec tout le reste que j'ai vécu. Mais, je sais pas, si tu fais du mal à mon enfant, je peux t'amener dans un endroit comme ça et je te tue, toi. Je n'ai jamais compris la raison, toi. Et c'est pour ça que j'ai dû transformer ça au positif. Je devais retourner à la source, je devais voir, je devais ressentir ça. Le gamin était toujours là, toi. Et j'avais... Parce que vu que j'ai gardé tout pour moi à l'intérieur, toi, et j'avais peur, c'était des sensations, des émotions bizarres à expliquer. Je ne peux pas les expliquer, toi. Et j'ai dû revenir pour voir ça, toi, pour revivre ça. Toutes les voix, les bazars, machin que j'entendais. Venez maintenant, putain. C'est ça que je saurais dire, toi. Tu dois, chaque personne, toi, doit aller revivre quelque chose de son passé, quelque chose qui lui a fait mal, Tu dois aller revivre ça et transformer ce négatif-là en positif, toi. Peut-être les gens peut-être ils n'y arrivent pas, toi, mais il faut le faire. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à grandir, toi. Il n'y a plus le gamin de 8 ans, 9 ans qu'il a. Il n'est plus là. Il est parti, tu vois, il n'y a plus de crête, il n'y a plus de rien du tout, il n'y a plus rien. Il y a juste un homme qui avance et qui encule le monde. Point final. Personne n'a essayé d'intervenir ou de faire quelque chose pour les enfants? Di intervenire direttamente con lui no, era impossibile perché chi lo vede non può dire questo è violento, questo è un pazzo criminale, non si può dire. Non l'abbiamo mai visto in azione veramente. Vedevamo la mamma di Federico con dei blu all'occhio, o il naso che sanguinava, o era del blu, ma veramente all'opera non l'abbiamo mai visto. Però chiedevo, che è successo? E allora lei mi diceva, sono caduta dalle scale, ho sbattuto la faccia. Ma ti rendi conto che non era né caduta, né tantomeno aveva sbattuto la faccia. Ma non puoi intervenire dal momento in cui la moglie, le donne
devo dire le donne, non è la moglie, ma molte donne sono complici dei loro compagni, dei loro mariti, dei loro partner. Li difendono e li proteggono. Dicono che tanto cambierà. Questi uomini non cambiano. J'avais des pensées méchantes et des pensées gentilles, comme pour dire, ben voilà, ta maman, elle l'aime, tu vois. C'est comme, c'est la vie en fait, c'est la vie. Ce que tu as vécu, c'est la vie, donc c'est comme ça. Mais ça a été pour un court instant, parce que non, c'est pas ça la vie, tu vois. C'est pas ça la vie. Tu dois pas vivre. Normalement, tu dois pas vivre tout ça, toi. Dès petit, il a jamais su me manipuler, toi. C'est pour ça que mon dire qu'il a frappé et il disait c'est ta faute si je frappe maman. Elle disait tu veux reprendre pour lui, t'es une connasse, elle fait tous les trucs comme ça. Quand il me frappait, je me faisais pipier quelqu'un dessus. Et il se foutait de ma gueule. C'était une personne frustrée, faible. Il n'y avait aucun remords, il n'y avait aucun truc pour dire... rien du tout, rien. Une personne faussairement mauvaise à l'intérieur, tu vois. Et je faisais rien, tu vois. Je sais pas, moi, appelle-moi, parle. J'avais aucune discussion, aucune conversation, que le dialogue, tu vois. Il rentre à la maison, je devais avoir 8-9 ans, comme ça. Il met un lecteur cassette, tu vois, et c'était un film de cul, tu vois. Le soir, on a regardé ça, on accélérait. Et il rigolait devant ma mère, tu vois. Et tu voyais la tête de ma mère, tu vois bien qu'elle se décomposait sur place, tu vois. Et il rigolait, et sa mère de maîtresse qui était là. T'es petit, toi, tu sais rien faire, toi. On dit toujours, il faut avoir du respect envers le père et la mère, la famille, tout ce que tu veux, tu vois. Mais il n'y a pas de respect à avoir. Arriver au point où, comme on dit, tu vois ton gamin qui se fait pipi dessus et de le laisser comme ça, tu vois. T'es là, tu pleures, tu te dis, mais c'est quoi ce... Eh, ça va chier. Plus que j'ai failli vraiment lui faire du mal, tu vois. En 2006, 2007, un truc comme ça, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, t'as plus de mère. Je dis, putain, je me dis, avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu qu'il m'a fait, elle a pris pour lui, tu vois. Elle m'a jamais pris dans ses bras. Elle m'a dit, je t'aime, tu me moques, le bazar. Ouais, ça m'a fait du mal. À ce moment-là, tu vois, quand je voyais des mamans qui prenaient dans les bras ses enfants, des films, tout ça, ça me faisait péter les plombs. En fait, moi, j'en voulais mon entier, moi. J'en voulais mon... Oh, putain, trop même pas croûte. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quel petit truc, oh mon bébé, oh, quel petit truc. J'ai été chercher à Doberman, toi, à Pomerol. Eros. C'était mon bébé. Tu vois, c'était mon bébé. On allait courir à 3h du matin, on allait
Il est mort à 4 ans, tu vois. Après, j'ai rencontré ma petite femme. C'est une fille extraordinaire, tu vois. Et elle m'a fait un cadeau, tu vois. Et c'est un truc de fou, c'est incroyable, parce que Eros, maintenant, tu vois, mon canicourson, Eros, il est mort à 4 ans aussi, d'une tumeur, tu vois. J'appellerai jamais plus Haché Eros. Moi, je lui parlais, je lui parlais. La nuit, en plein milieu des bois, j'entendais des sangliers comme ça qui couraient partout. En plein milieu des bois, on était assis sur un banc et je parlais avec lui. Ah non, c'était extraordinaire. Moi, partout, j'étais chez Jérôme, toi, Jérôme Le Banner. En France, en voiture, en Italie, à Rimini, en Sicile. Extraordinaire. Quand j'ai appris qu'il avait une tumeur, écoute, oh là là. Jamais j'aurais cru ça, toi. 4 ans, si jeune, toi. Tu sais que quand j'étais nerveux, ça, il le sentait. Quand j'étais pas bien, il le sentait. Juste avec son regard. J'ai passé des moments que je n'oublierai jamais. J'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Je l'ai dit, hein, tu sais, vraiment, tu sais qu'il y a une partie de moi qui est partie. Au fond de moi-même, il y avait toujours dans l'esprit que je me suis dit, j'aimerais bien un jour être éleveur, tu vois, avoir des chiens, tout ça, tu vois, c'est magnifique, tu vois. Et c'est grâce à ma femme, c'est en parlant, tu vois, elle se rend pas compte, enfin, elle se rend pas compte, oui, parce que moi, je lui dis tout le temps, tu vois, j'ai grandi, j'ai fait grandir, mais elle se rend pas compte qu'elle aussi m'a fait grandir, tu vois. Et c'est extraordinaire, ça, parce qu'on a une complicité énorme, tu vois. En fait, c'est moi, mais en fille, tu vois. On n'a pas vu son chien, tu vois. Ils sont vrais. Ils sont vrais. Il n'y a pas de mauvais chien, de mauvais maître, hein, tu vois. Les chiens sont vrais, ils ne trahiront jamais, les chiens. J'ai une petite sœur aussi, toi, qui a 7 ans moins que moi, que je ne peux pas. Parce qu'elle se refuse, en fait, de voir la vérité en face, tu vois. Les choses que j'ai vécues quand j'avais 12-13 ans, elle les a vécues, mais elle avait 5 ans, 6 ans, tu vois. Donc, elle les a pas vécues de la même façon, tu vois. Elle est témoin de Jéhovah, en fait, tu vois. Je n'en veux pas, tu vois, mais elle se refuse. Elle se refuse, mais elle peut pas le blairer, tu vois, tu vois. J'ai essayé de trouver des excuses. Parce que je me suis remis en question 1000 fois, tu vois. J'ai pensé qu'avec le temps, c'est une personne qui aurait changé, tu vois. Mais c'est pire encore, parce que c'est une personne, comment dire, qui n'avouera jamais. Est-ce quand la dernière fois que tu l'as vu 2-3 ans, mais pour faire plaisir à ma mère, en fait. Il se faisait passer pour quelqu'un qui enlevait le mal des gens et tout ça, tu vois, du barater mort, qui est pour femme naïve, mais vraiment... je ne vais pas dire stupide parce que ça se dit pas, mais enfin voilà. Parce que je me suis dit, si jamais ma mère part un jour, je n'ai pas envie d'avoir de regrets, me dire, t'aurais dû le faire, tu vois. Je me suis dit, il faut que je le fasse, tu vois. Elle mérite le respect, c'est une madame, tu vois. Malgré ce qu'elle m'a dit, que t'avais plus de mère et rien, tu vois, mon frère, voilà, tu vois. Ça reste une maman, et au fond de moi-même, tu vois, tu peux être le plus fort au monde, tu vois. Maman, ça reste une maman, tu comprends. Et même malgré ça, tu vois, j'ai vu que le personnage lui-même, tu vois, c'est pas qu'il avait pas changé, c'est qu'il avait empiré, en fait. Il avait empiré, en fait. Si on se bonifie avec l'âge, mais couille, il avait empiré. Quelqu'un qui est né rond ne pourra pas mourir carré, je te le dis, c'est incroyable. Et après, c'est pour ça que je te dis, après, malgré des années après, ben, j'ai essayé de... Enfin, j'ai fait le premier pas, tu vois, pour répondre à mes questions, de me dire, ben, si jamais un jour elle part, tu vois, elle sera dans le lit d'hôpital. Mais au moins, ben, j'aurais fait ce qu'il faut faire, tu vois. Maintenant, voilà, je vois plus de ça, toi, mais au fond de moi-même, comment dire, j'ai répondu à mes questions et je me suis enlevé ce bazar-là, toi. Je me suis enlevé ce bazar-là. Est-ce
qu'à un moment donné, je ne vais pas te cacher quand même, comment dire, que la seule chose que j'avais en tête, c'est très méchant. Vraiment très méchant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très méchant. Mais au fond de moi-même, après, avec la maturité, si on peut dire ça, toi, je crois comment dire que la chose la pire que tu peux faire, c'est la laisser vivre. C'est la laisser vivre tout en lui montrant que toi, t'as réussi. Crève dans ta merde. Vis. Mais regarde, je suis pas comme toi. Tu vois? I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I try to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Looks so deceiving. Il fait 100 kilos celui-là. Il doit être balèze. Si tu écoutes certaines personnes de dire voilà, j'ai vécu ça, des trucs mauvais dans ma vie, faire revivre ça. Mais pour moi, ça c'est de la faiblesse, tu vois, c'est une excuse. Non, c'est pas vrai, c'est ça que j'ai combattu pendant des années en fait. J'avais pas un ange et un démon, j'avais deux démons, tu vois. Je me battais tous les week-ends, je me regardais de travers, j'explosais. Je discutais pas 10 heures, c'est pour ça que je détestais faire la porte, moi. Je me mettais toujours en retrait. J'en avais plein le cul de ressentir ça, tu vois. D'avoir cette rage constamment, tu vois, être tout le temps sur les nerfs. C'était ridicule, tu vois. Et faire ridicule, attention, il y a des gens qui l'ont mérité, bien sûr. Je montais sur le ring, comme je t'ai dit, tu vois, je réfléchissais même pas, tu vois, mais tu peux avoir toute la rage que tu veux, t'as des machines à tuer devant toi, hein. Je m'en foutais, je veux dire, c'était de l'apprentissage pour moi, tu vois. C'était devenu un terrain de jeu pour moi le week-end. Sur 2-3 ans, je crois que je passais 27-28 fois au tribunal. Au fond de moi-même, ça veut dire que je lui ressemblais. Si je continuais à faire le con, à frapper les gens, à faire des choses qu'il fallait pas, à ne pas me remettre en question, à être con, tu vois, j'allais lui ressembler, tu vois. Je me suis dit, mais mon gars, ou soit tu avances, ou soit tu vas les doigts dans le mur. Et ce qui a fait ça, vraiment, c'était quand mon fils il est venu au monde. Mon gamin, j'avais 29-30 ans, tu vois. Quand mon fils est venu au monde, Diego, ça a changé beaucoup de choses. Quand mon gamin est venu au monde, c'était mon médicament. Je me rappelle, quand il est né, sa maman elle était assise sur le divan. Moi, j'étais sur le lit, couché, tu vois, avec mon gamin sur mon torse. Les infirmières m'ont demandé la permission pour le changer. Allez, tous voir. Elle est gentille. Couchez, vous restez là. J'adore mes chiens, tu vois. C'est mes bébés, tu vois. J'ai ma femme, tu vois. J'ai mes enfants. Que je ne vois plus, mais j'ai mes enfants, tu vois. J'ai personne, moi. J'ai personne d'autre. On va appeler ça famille, tu vois. Des cousins, cousines, machin. Je vais pas dire je m'en fous, tu vois. Ben, voilà. Quand je suis arrivé en Belgique, on en avait rien à foutre que je m'appelais Sinistra. Maintenant, on me respecte parce que je suis Sinistra, tu vois. Tu comprends? Même dans ta propre famille. Si on peut le mettre par terre, on mettra. Je respecte les gens qui méritent le respect, même si on n'en a pas beaucoup, dans cette espèce de famille, si on peut dire ça, tu vois. Mais pour le reste, je m'en fous. Le mal que j'ai vécu, en fait, je m'en suis servi. J'ai été le revivre. Et c'est ça qui m'a permis de grandir, en fait, qui m'a permis de devenir une meilleure personne. Mais non, voilà, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Je suis parfait. Je le serai jamais. Jamais. Mais j'essaie d'être une meilleure personne que j'étais hier, tu vois.
C'est ça qui me permet d'avancer. Et mon pire ennemi, c'est moi-même. Hein. Mon pire ennemi, c'est moi-même. Oh, tu savais, mon cerveau, c'est une machine à lessiver. Voilà. J'ai fait tout ce que j'ai fait et il y a une petite trace. Juste une virgule de dire putain, mais en fait, même si on vient de rien, on peut arriver à faire quelque chose. Juste ça. J'aime la nuit prendre quelques heures pour moi, pour me détendre. Toi. Donc je regarde des documentaires, je lis un petit peu des vidéos pour me détendre, et ça me permet, moi, de me retrouver avec moi-même, tu vois. Mais il n'y a pas de bruit, j'aime bien aller me promener dans les bois. Avant je le faisais avec mon chien qui maintenant est décédé, Eros, tu vois. C'était mon ami. Et j'aime faire ça, tu vois. C'est mon moment, moi, de équilibrer. Comme je te disais tantôt, le verre plein, le verre vide. Maintenant, il est équilibré, tu vois. Yeah, come on. Bientôt, bien sûr, si je terminerai ma carrière, tu vois. J'ai encore peut-être 1 ou 2 combats à faire, tu vois. Mais je sortirai par la grande porte comme moi j'ai décidé. Pas parce que je me suis blessé, pas parce qu'il y a un manager ou un entraîneur qui me casse les couilles, ou pour X raisons. On peut jamais savoir ce qui va arriver, hein. On peut jamais savoir, il peut arriver n'importe quoi, tu vois. Ça, c'est une puissance au-dessus, on va dire, c'est lui qui décide. Hein. J'ai ma propre conception. Je crois en Dieu, bien sûr. Je me posais énormément de questions par rapport à au musulman, l'islam et tout ça, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à un peu étudier, tu vois, regarder le Coran, qu'est-ce qu'il explique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlaient. J'ai pris la peine, de moi-même, de me reconvertir, tu vois, de moi-même. Par rapport au reste, ça me regarde. C'est autrement dit, si je dois payer toutes les erreurs que j'ai faites, ben je les paierai. Je les paierai un jour, point final. J'ai un but bien précis. C'est vivre les derniers instants de ma vie, tu vois, sans avoir des regrets. Parce que je pense que la pire chose que tu peux faire, c'est vivre avec des regrets, tu vois. Par rapport à moi, par rapport à mon passé, par rapport à mon futur, par rapport à mes enfants, par rapport à mes objectifs, tu vois. Et essayer de ne pas vivre avec des regrets, tu vois. Parce que je l'ai assez fait, tu vois, et jamais plus ça n'arrivera, tu vois. Vu que ça m'a préparé pour, on va dire, je pense que c'est ma vie maintenant, tu vois. Je me rends compte que maintenant, quelqu'une sur lui, elle commence maintenant, tu vois. Terminer tout ce que j'ai dans ma tête, tu vois, et faire le mieux possible pour apporter que du bien, toi, en fait. Pour apporter du bien aux personnes qui méritent le respect, à mes proches, ça veut dire ma femme, mes enfants, mes chiens, parce que c'est ma famille, mes chiens, tu vois. Les gens qui le méritent, tu vois. Et pour moi, vivre sans regret, toi. Voilà. Par rapport à mes enfants, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. L'anniversaire, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir une cause bien précise, tu vois. Ça fait mal tous les jours. Tous les jours. Ma fille, j'étais beaucoup trop jeune, tu vois. J'avais 25 ans. J'ai fait des erreurs, le fait que j'ai pas été trop présent et tout ça, tu vois. Avec le temps, j'espère qu'elle comprendra, tu vois, que voilà, les moments que j'ai pas passé avec elle, c'est pas parce que je voulais pas, c'est parce qu'il y avait plein de choses qui ont fait que, tu vois. Chose que quand je l'ai revue, tu vois, je me suis excusé, je dis voilà, papa n'a pas été là. Il y a des choses que tu comprends quand tu seras plus grand, je suis vraiment désolé, ma chérie. Malgré tout ce que j'ai vécu, c'était impossible que je sorte de chez moi sans prendre mon gamin dans les bras, sans lui dire je t'aime, tu me manques, c'est impensable. Le plus important, c'est que eux sachent que je les aime. Et si je fais ça aujourd'hui par rapport à la vie que j'ai vécue, ce documentaire-là, rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Ça veut dire qu'il y a une raison. La plus belle chose que j'ai envie de leur laisser, tu vois, c'est leur faire comprendre que dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas Alice au pays des merveilles, tu vois. J'ai envie de un petit peu lui donner un peu des armes pour faire face à la vie, tu vois. Ce qu'on n'a jamais fait avec moi, je l'ai fait tout seul, tu vois. J'aimerais bien le refaire, tu vois. Je le ferai,
c'est pour ça que ce documentaire-là, ce message, par rapport à tout le monde, bien sûr, par rapport à tout le monde, j'espère que les gens comprendront que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras, mais ça répondra beaucoup à mes bébés, ça c'est certain. Voilà. Ouais. On va pas pleurer quand même. قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Qu'il permette aux frères, Inch'Allah, sa miséricorde, Allah Azzawajal, qu'Allah le pardonne, Inch'Allah, qu'il lui permette de rentrer au paradis, Inch'Allah. Et la vie, elle commence maintenant. Parce que n'oubliez pas, l'amour, c'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Ah oui, tu vas t'incruster. Viens. Tu vas t'incruster. On y est arrivé. On a réussi. On a notre maison dans les bois. Pour lui ici, ça concrétisait toutes ces années de galère et tout ce qu'il avait traversé. Donc ici, c'était vraiment son paradis sur terre. Il sortait le matin, c'était... Comment tu peux te plaindre avec une vue pareille? Donc oui, ça va être le plus dur. Maintenant, comme il n'est plus là, ma vue à moi, elle est plus si belle. Après m'occuper de toutes mes bêtes, mes gros loulous et les petits, j'attendais que Fred se lève. Donc ça c'était très dur pour moi d'avoir la même routine. On n'était que tous les deux, parce qu'on n'y avait que nous, parce qu'on faisait tout ensemble. On travaillait ensemble, on habitait ensemble, on s'entraînait ensemble, on voyageait ensemble. C'était lui et moi et personne d'autre. On n'a pas de... J'ai un peu de famille, mais pas très proche. Lui, il n'en a pas du tout. Donc on était très fusionnels et très... Voilà, on n'avait pas un travail à l'extérieur et on ne se retrouvait pas après 8 heures. Mon travail, c'était lui. C'était les chiens et c'était lui. Je n'ai plus tout ça. Donc j'ai dû changer toute cette routine pour changer mes habitudes, comme devoir changer de lieu de vie, comme devoir changer de plein de choses, parce que c'est beaucoup trop chargé et il prenait tellement de place que tu ne peux pas continuer la même routine, la même vie, alors qu'il n'est plus là, c'est pas possible.
Ça a tout doucement commencé à être une autre personne. Et puis dernièrement, on va dire les dernières années, c'était un autre Fred. Hein. Il avait trouvé sa voie, on va dire. Il avait trouvé comment il devait vivre, voilà. Il était génial. Il avait trouvé son paradis, quoi, son paradis. Il me l'a montré. Viens, tonton, je vais te montrer mon paradis. Il a dit, regarde, j'ai pas besoin d'autre chose. Qu'il dit, j'ai pas besoin. Et c'est vrai. Quand tu donnes cours à quelqu'un, c'est pas juste je donne cours et c'est fini. En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça. Je donne cours, mais sans le vouloir, on est un peu intégré dans lui dans ma vie privée et moi dans la sienne. Tu peux voir ce que t'avais fait tatouer dans le dos. Mais mets le logo Osmandine. À la base, j'étais pas très chaud parce que, bah voilà, on connaît les gens par d'autres intermédiaires, on va dire. Mais je pense que les gens ont peut-être exagéré un peu par rapport à son compte. Non, mais on peut dire ça dans la caméra aussi. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Qu'est-ce que tu vas dire encore? Je veux dire, l'entraînement, pour moi, c'est un amusement. C'est vraiment l'endroit où, une fois que je rentre dans la salle, c'est l'endroit où je m'amuse, je rigole, je pense à tout. Je pense à tout, sauf à tout. C'est tout ce qui est lié à la vie, tu vois, la vie familiale, tout ça. Tout ça, une fois que je rentre dans la salle, j'oublie, c'est la boxe. Et donc, quand Fred est venu, tu sais, il est venu un peu... Osman, je suis... voilà, tu sais, un peu avec la voix dure comme ça, Osman, non. Allez, tu vois, je suis pas concentré, mon merdé. Bah, le premier round, c'est... Je veux dire, voilà, on s'entraînait vraiment bien, c'était vraiment sérieux. Il y avait des combats qui étaient prévus, tout était bien lancé. Et puis, bah voilà, tu sais bien, l'histoire est un peu triste pour la fin. La dernière année, je l'ai senti très en retrait. Très en retrait, ça oui. Ses démons sont ressortis. Ça, c'est ce que j'analyse. Il a eu tous ces vieux démons qu'il avait su canaliser, qu'il avait su mettre à place. Tu le sais, on n'était pas beaucoup à pouvoir aller chez lui, passer des moments privés, quoi. C'est les choses de la vie qui font qu'à un moment donné, on mûrit, on grandit, on réalise certaines choses. Après, il y en a qui arrivent à passer, il y en a qui arrivent à les apprivoiser. Je pense que lui, il les a apprivoisés, il les a gardés pendant des années, mais je pense que depuis un an ou deux, il avait besoin de faire sortir certaines choses. Et il était très taiseux à ce niveau-là. C'était pas non plus quelqu'un qui racontait sa vie. C'était quelqu'un de discret au niveau de sa vie privée aussi. Faut savoir, donc je sentais, moi à titre privé, je sentais qu'il mettait sa rage dans ses poings. Je le sentais, je le voyais, ou quand j'allais en privé, qu'il était là, quand il frappait pas comme avant. Il frappait pas pour s'entraîner. Il frappait pour exploser le sac. Allez, on y va, on envoie. Allez, on durcit. Donc il est venu plusieurs fois chez Majid, je crois que c'est 3-4 fois qu'il est venu. Et en fait, on a sympathisé dès le départ. Bon, son Fred, pour s'en fâcher avec la personne, je parle pas du combattant, mais la personne, il fallait vraiment se lever du mauvais pied, parce que bon, c'était quand même quelqu'un de très avenant, qui avait une empathie, donc... Puis on sentait quand même qu'il faisait la boxe pour rechercher des réponses à des questions, je pense. T'as des gens qui font la boxe, qui font les arts martiaux, qui combattent contre eux-mêmes, qui combattent pour... Lui, on sentait qu'il voulait un peu se flageller. Ouais, il avait des questions à... Je pense que par la violence qu'il donnait dans ses entraînements, d'ailleurs, ça lui a été fatal un peu, quand même. Je pense qu'il se cherchait lui-même. Ouais. Il cherchait la réponse dans la violence. Je pense qu'il a une jeunesse un peu tumultueuse. Je pense que voilà, il voulait. Moi, je suis un peu pareil d'ailleurs. On se reflète un peu là-dessus. On n'a pas d'enfance, on sort pas du cul de Walt Disney. Donc, si on fait ce genre de sport d'ailleurs, c'est qu'on se cherche, on veut se battre contre quelque chose. Moi, j'ai jamais eu l'animosité, rarement envers mon adversaire. Non, je pense que c'est comme lui, on se cherche. Ouais. On veut boucher les trous.
super. Allez, on reste concentré. On va vite. Crochet, crochet, direct, direct. Ouais, ça va un peu, ouais. Hein? T'as dit quoi? Ouais, c'est bon, moi je suis vieux, moi. C'est bon, j'ai pas le cardio des petits. 45 piges, ils en ont 23. C'est bon. Wouh! Mon origine de boxe, c'est la savate boxe française. C'est une discipline pied-point assez exigeante, en mode combat, hein, pas en mode assaut. Et c'est vrai que techniquement, on arrive à apporter à d'autres disciplines, le kick, la taille, des choses différentes. On prend des autres disciplines, mais on sait aussi apporter. Et c'est ce qu'a senti Jérôme Le Banner, que je coach depuis 2003, après sa carrière au Japon. Et à chaque fois, il me présente comme ça des individus, Mathieu Kassovitz, d'autres boxeurs. Et Fred, c'est le plus costaud qui m'a ramené. Très impressionnant. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, ah ouais, quand même, boum, un coup de taureau, une largeur, enfin, le type très impressionnant. Et comme je sais que j'allais donner la leçon, je me suis dit, bon, j'avais déjà l'habitude avec Jérôme, mais heureusement. Rappelez-vous les gars, quand on boxait, Fred était assez impressionné de ce petit bidule là. Il adorait taper avec précision là-dessus. Parce que quand on est petit comme moi, avec ça comme protection, ça permet de bien encaisser. Et Fred a 117 kilos. Il dit, mais merde, tu bouges pas toi petit là. Il était impressionné. Et c'est vrai que cet appareil, mine de rien, ça permet de travailler la précision et d'encaisser des gros shoots. Parce que Fred, sans ça, c'est chaud. Moi, je lui ai apporté ma façon de voir les choses en disant prends ce que tu veux, sans vouloir imposer. Et donc voilà ce qui s'est passé. C'est Jérôme qui me présente Fred parce que Jérôme avait a toujours un respect immense pour Fred parce que quand on a boxé Badrari, quand on a boxé Karitanov et quand on a 90 combats sur le ring, voilà, ça exprime un peu d'expérience et entre boxeurs, on s'apporte les uns les autres. Et Jérôme aime bien ce côté, je crois qu'il a une dizaine d'années de plus, ce côté un peu mentor, d'apporter aux futurs champions quelque chose. Et Jérôme a su prendre ici quelques petits détails techniques et autres, et il aime bien aussi partager. Et voilà, c'est pour ça que Fred est venu ici. Allez, c'est parti. Allez, du rythme. Parce qu'un boxeur, il doit être dans le rythme. Autant elle était « Oh mon Gégé !» et comme ça, mais avec tout l'accent liégeois que je lui connaissais. Il était peiné, de la vie, du manque de reconnaissance, comme on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc il y avait ce côté-là, la partition de Fred. Il pouvait rigoler avec toi, puis d'un côté, après, quelque chose lui faisait penser... je me rappelle un jour, j'avais mis une chanson, Zego, là, ça lui avait rappelé son fils. Voilà, j'ai vu qu'il fallait plus mettre nostalgie, là, fallait mettre énergie en Skyrock. Pour moi, il frappait vraiment fort. Je veux dire, c'était un poids lourd qui cognait. Peut-être pas des poings par rapport à tous les autres, mais au niveau des jambes, c'est sûr et certain qu'il frappait comme un grizzly, comme je l'appelais tout le temps. Je l'appelais grizzly ou... je crois que je l'ai déjà appelé sanglier d'Avalanche une fois. Voilà, moi c'est des trucs comme ça, voilà, je veux dire. Tu sais, quand je travaille les 4-5 rounds de Pao, puis à la fin il devait être mort. Mais une fois qu'il était mort, je pouvais me permettre de me foutre de sa gueule parce que je l'avais bien tué, mais il m'avait massacré aussi, mais je le montrais pas moi. Mais voilà, tu sais, pour l'étrangler, il faut le crever avant. Si on ne sait pas l'étrangler, hein. Regarde, allez, tu joues aujourd'hui, peut-être, on s'en fout ou pas? Avec un S dedans. Je retiens de Saint-Tropez, parce qu'on a beaucoup parlé avant, mais après le combat à Saint-Tropez, il y avait le nez cassé. On retourne à l'hôtel, au bord de la piscine. Tout le monde va dormir, Jérôme, son épouse, Cécile, et puis Fred, on est resté de 2h du matin, je crois, à 6h du mat à discuter. Et
évidemment, des longues conversations, on a le temps d'aborder plein de sujets. Et moi, j'ai trouvé une âme fracassée, une âme qui avait besoin de recoudre plein de petites choses et surtout de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans son enfance. Alors moi, je suis pas psychanalyste, mais je sentais que il y avait un truc père, mère, et je sais pas tout. J'ai vu en superficie que son enfance, un petit peu difficile. Il m'a raconté des petites choses en Sicile. On est tous pareils. On n'avait pas tous du pognon pour acheter une paire de baskets et autres. Il a un hommage fort, je crois, à son entraîneur d'athlétisme en Sicile. Et heureusement qu'il y a eu cet homme-là, parce que je crois qu'il l'a motivé énormément pour une pratique sportive, parce que je crois que Fred recherchait à réparer des blessures qu'il avait eues. Beaucoup d'énergie, une énergie parfois négative qu'il fallait canaliser et transformer en énergie positive. Et c'était Laurine qui lui permettait de cela, comme un exutoire, de évacuer ce qu'il avait vécu. C'était un guerrier depuis tout petit, je pense. En grandissant, tout ce qu'il a vécu, ça l'a renforcé. La boxe, évidemment, ça permet ça, à une âme fracassée de s'investir et atteindre un objectif, combattre. Et donc l'âme, elle était très sensible. Comme on dit, le cœur d'artichaut. L'artichaut, c'est le légume qui est très dur à l'extérieur, il pique. Mais à l'intérieur, c'est tellement tendre que le cœur est délicieux. Et Fred, c'est ça. Sans filtre. Pas avec ses amis. Bon. Quelqu'un sans filtre. Brut de décoffrage. Un tank. En fait, un tank avec une belle ODTT à l'intérieur. C'est comme ça que je le décrirais. Mais ça peut aller vite. Puis aussi, tu sais, avec comme Ultra Bright, avec le garçon qui conduit l'ODTT, mais qui en même temps qui a une main sur la manette du tank, prêt à tirer avec le canon, et puis avec la petite roses on the mouth, une rose dans la bouche. Ouais. C'est comme ça que je le décris, ouais. Puis guerrier, quoi, voilà, guerrier dans Port d'Orient, voilà, avec. Je pense que des fois plusieurs de ces combats, on l'appelait au dernier moment parce que c'était un peu, voilà, c'était comme on parlait tout à l'heure, la reconnaissance, et ceci, cela. Je pense qu'il a jamais eu sur son arc la corde d'un vrai manager, d'un vrai machin qui paraît sur lui. Ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu, tu sais, on est beaucoup à combattre et puis on a très peu qui sortent du lot. Si t'as pas le manager qui va avec, c'est difficile de boxer. Tu peux être, entre guillemets, un boxeur moyen, avoir un bon manager et monter très haut, et d'être un boxeur très fort et pas avoir l'homme qui est derrière toi pour pouvoir te faire monter. C'est le business de la boxe, ça. Et je pense que voilà, l'un dans l'autre, on s'était bien trouvés et on aurait dû faire des belles choses et il aurait peut-être boxé encore. On avait dit qu'on arrêtait en 2022, peut-être qu'on aurait arrêté en 2023. Au 24, on ne sait pas. Les poids lourds, c'est pas la même chose. Un poids lourd, ça peut boxer, ça blesse un peu moins, mais ça cogne plus. Donc voilà, il aurait pu faire quand même encore 5-6 combats faciles avec moi. Et il avait le physique pour le faire. Je me souviens très bien que 2-3 fois, après le combat, il allait bosser. Il faisait la nuit après le combat. Parfois, il faisait la fête, parfois c'était le combat gagné, il faisait la fête, mais je me souviens très bien que 2-3 fois, on s'est suivis. Et après son combat, il allait bosser. Il faisait sa nuit. Avec un œil en moins ou un œil un peu de travers, garçon, il allait bosser. Donc il faisait sa nuit le vendredi, il combattait le samedi soir, et après il partait travailler. Et puis voilà, puis il me regardait, je me souviens, parce que voilà, on s'appelait guerrier, il dit c'est ça, être un guerrier. Et moi c'est ce que je dis, être un guerrier, c'est pas celui qui gagne. Un guerrier, c'est celui qui recule pas. Un guerrier, c'est celui qui se relève quand il ramasse. T'as des milliers d'individus qui boxent, qui sont très bons, à qui je n'ai aucune mauvaise pensée, mais on a quand même un haut du panier, et là on est dans le très haut niveau, et Fred faisait partie de ces hommes-là. Il se battait pour quelque chose, il se battait pour toi à la fin aussi, pour toi, pour t'offrir quelque chose, le meilleur de lui-même, puis il s'oublie que en fait, il oublie que c'est lui le centre du truc, quand même, tu vois, faut pas oublier que quand tu combats quelqu'un, c'est one-on-one, face-to-face, tu vois, il y a pas de... Et je pense qu'il ramenait trop les problèmes dans
dans sa tête, dans le ring et tout ça. Je pense qu'à un moment, je me rappelle quand on était à Saint-Tropez, il y avait 2-3 trucs qui le faisaient chier. J'ai dit, écoute, c'est pas le moment, mec. Oh, on passe dans un quart d'heure. Parle pas de ça. Ton chien, on va le caresser. On va lui donner à manger, t'inquiète pas, il y a son voisin qui vous a donné. Et t'inquiète pas, non, n'aie pas peur. Concentre-toi. Toi, il y a besoin de ça pour dire, ouais, si je fais une merde, les gars, c'est parce qu'il y avait ça. Non, gars, on est là, on est avec toi, mec, on te porte jusqu'au ring, et puis tu sais ce que tu dois faire. Être bon en entraînement, c'est une chose. Il faut être bon le jour J. Et puis des fois, le jour J, il y a des choses qui se passent dans ta tête. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie. Même trop. Comme j'expliquais tout à l'heure, trop d'empathie. Et justement, tu ne peux pas oublier. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à... Tu mets tes gants, mais tu as encore plein de cambouis dans les mains, tu vois. Donc, ça glisse. C'est la même chose. Des fois, ça glissait vers la défaite. Mais à la limite, tu sais, je pense que d'ailleurs, ton documentaire, on pourra en parler. On se relève d'une victoire, bien sûr, mais d'une défaite, il faut vraiment se relever, il faut vraiment être fort. Il faut vraiment être très fort pour repartir à la reconquête de soi-même par rapport à la victoire. Ça, c'est clair. Donc c'est pas parce que Fred avait un physique extérieur exceptionnel qu'à l'intérieur tout allait bien. Il s'était déjà fait conduire en ambulance en pleine nuit, je crois que c'était en 2016-2017. C'est arrivé à 2-3 reprises. Il avait déjà des palpitations cardiaques, il a déjà failli. Il a frôlé la mort déjà à ce moment-là. Mais Fred était très inconscient avec sa santé. Il est allé boxer, blessé 3 semaines du combat précédent, 3 semaines avant. Il allait s'entraîner avec des côtes fracturées. Je pense qu'il lui a manqué un petit repère pour pouvoir bien suivre sa vie. Et c'est le destin. Et moi, j'y crois au destin. Quelque chose pour les enfants, peut-être. Ouais. Ils doivent être fiers de leur père parce que, en ayant très dur, il a quand même réussi. Et s'il y a eu des petits froids, c'est parce que c'est la vie qui veut ça et qui ne doit pas en tenir rigueur quand ils seront plus grands, de dire que leur père c'était un père, on peut pas le remplacer, je l'ai dit juste avant. Donc voilà, sûrement qu'il aurait voulu faire des belles choses avec ses enfants. Mais des fois on est un peu en bagarre avec soi-même. Et je pense que lui était en bagarre avec soi-même. Et donc, il faut le pardonner et se dire que c'est un peu dommage. Un psychopathe parfois, un malade mental parfois, mais un guerrier au grand cœur. Ça, c'est l'image et ses proches le savent. Après, voilà, chacun a des personnalités, on a tous des caractères forts. Mais quand on arrive là, les gens ne comprennent pas les sacrifices qu'on a dû faire. Moi, à mon niveau et lui, à son niveau. On a dû sacrifier toute notre vie. Moi, j'ai sacrifié mes enfants, ma famille, à certains moments de ma vie, lui aussi. Et parfois, parfois le cerveau tourne pas rond, parfois on n'analyse pas comme il faut. Et je pense qu'en vieillissant, on se rend compte de ça. Et lui s'en rendait de plus en plus compte. On a parlé souvent aussi des erreurs qu'on a faites dans le passé, aussi bien lui que moi. On a fait des erreurs. Mais ce qui permet de les admettre et de les comprendre, c'est ce qui nous fait avancer. Et ça, par contre, aussi, la dernière année, c'est une chose que je n'ai pas dit encore avant, on était plus dans le mea culpa. Et, sauf que lui avait besoin de chercher encore pourquoi. Pourquoi il n'avait pas fini de chercher. Et je pense qu'il commençait seulement à chercher. Grâce à toi aussi, grâce à la vidéo, grâce à ce qu'il faisait. Je pense qu'il a commencé à chercher, commencé à combattre ses démons. Maintenant, il était seul. Est-ce qu'il avait la force de le faire seul?
Parfois non, je le sais. Mais ceux qui le connaissaient vraiment, voilà, avec ses qualités et ses défauts, c'est le gros nounours. Pour moi, ça restera le gros nounours avec un grand cœur. Et on t'oubliera pas, Fred. Crois-moi bien. Moi, j'ai un super bon souvenir parce qu'il m'a toujours fait rigoler, quoi. Il m'a toujours fait marrer, quoi. Sa façon de s'exprimer, sa façon de parler, sa façon de bouger, voilà, de plaisanter avec tout le monde, c'était, voilà. Le seul regret, c'est que c'est parti trop vite, hein, voilà. Il n'y a pas d'autre regret, quoi, hein. Je crois que tout le monde part trop vite, mais là, particulièrement, quoi, particulièrement, voilà. C'est le mot de fin et j'espère qu'il est bien là où il est, quoi, voilà. Et qu'il nous regarde et qu'il rigole. Et qu'il danse à Sirtaki. Le mot de fin, oui, sacré Fred, si tu me vois. Ouais, de toute façon, on ira tous là, hein. Tôt ou tard, on va tous se rejoindre. La Dogs attitude, on s'en avait ça. Ouais, parce qu'en fait, on a bien compris que plus on se rapprochait de nos chiens, plus on détestait l'être humain, tu vois. Donc, bon, voilà. Mais c'est aussi se détester soi-même, parce qu'on est formé d'eau, de sang et de peau, tu vois. Donc, voilà, je pense qu'il y avait une animosité par rapport à ça. Je pense qu'il aurait voulu être, comme tu disais tout à l'heure, il voulait être reconnu, plus reconnu. Moi, j'ai dit, Fred, on fait pas les arts martiaux pour être connu, on fait pour se connaître soi. Et donc là, c'est toute une autre dimension. On regarde plus le même film, on regarde plus le personnage dans la même lucarne. C'est une autre photo, tu vois. Donc ça, je vais essayer de dire, parce que je sais qu'il vivait mal. Ouais, t'es en France, pareil, on parle pour toi, et je m'en fous. Tant mieux, putain. Plus on a parlé de moi, plus on me fait chier, plus... Non, moi j'aime bien quand... No name. Je fais mon truc. À la limite, je voudrais revenir donc aux arts martiaux, le kimono, la ceinture, même la ceinture blanche. Et puis, c'est vraiment pas grave. Je me connais, je sais où je peux aller, je sais où je ne peux plus aller. Voilà. On avait vécu vraiment 5 semaines très intenses. Fred qui vient, c'est un spectacle, hein. Il y avait plein de gens du Havre qui venaient voir. Ah, il est là, Fred Sinistra. Et donc il a ici son âme. Il a une partie de lui qui est ici. Alors il y a Marcel Cerdan, il y a Bruce Lee, ici dans cette salle. Et un jour il y aura aussi Fred Sinistra parce que il a sa place entière ici. Donc ouais. Choqué. D'ailleurs, franchement, je vais vous dire un truc. Comme je le voyais pas tout le temps, on était en contact, il venait. Pour moi, il est encore ça. Même si j'ai bien compris que c'était fini et qu'il était parti, mais il est là, il sera là. Donc, ça nous a tous fait mal. On a joint Cécile pour essayer de savoir. Moi, je voulais aller en Belgique et j'ai pas pu à la dernière minute. En tout cas, j'irai sur sa tombe. Donc Diego, si j'avais quelque chose à te dire, écoute pas les langues liégeoises, bruxelloises, européennes, françaises. Écoute ton cœur, mon grand, et puis vois ce que ton père a légué. Je pense qu'il t'aimait énormément. Il t'aimait beaucoup. Les choses ont fait que des fois, on se réveille le matin, on met ses claquettes, et puis en fait il pleut. C'est comme ça, c'est la vie. Tu mets des bottes. Donc toi, dans la vie, voilà, faut que tu t'armes de courage, et je pense que ton père t'a laissé une legacy, tu peux pas rougir de ça, ok? À très bientôt, peut-être Diego, peut-être à dans 15 ans, à être trop tard, ok? Allez, bonne journée, os. Il était très tourmenté et très, très torturé. Sa plus grande valeur, c'est quelque chose qu'on lui a pas donné, qu'on lui a pas transmis, et c'était son grand cœur, et c'était sa générosité. S'il avait au moins réussi à aider une seule personne dans sa vie, il était heureux, il était content. Donc ça, c'était vraiment très important pour lui. J'ai plein d'images que je vais garder de lui. Mais son sourire, sa joie de vivre, ça, c'est ce qui le caractérise le plus. Un jour, quand j'arriverai au paradis, et je parlerai avec Dieu. Et devant moi, il me sort une feuille. Il est marqué que j'ai fait
J'aurais fait 20 ans de boxe, j'aurais été champion du monde, j'aurais appris, j'aurais fait tout ce que j'ai fait et ce que je ferai. Mais à la place, je suis une merde. J'ai pas grandi, j'ai pas fait mes rêves, j'ai pas cru en moi, je me suis pas cultivé, je suis un paumé, une victime. Un gars qui est tout à fait l'inverse. T'es mort, hein? T'es mort. Hein? Tu peux pas revenir en arrière. Hein? Donc ici, maintenant, hein, je suis conscient. Donc ça, je ne le ferai jamais. Quand ça arrivera, que je serai là-haut, tu vois, ben cette feuille-là, il ne m'en montrera pas. Ah non, il ne m'en montrera pas. Il me montrera la feuille du gars, qui a fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est une promesse que je me suis faite, et je te garantis que j'y arriverai. Pause.